Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode d'Idées reçues. Dans cet épisode, on va s'intéresser au psychologue du travail. On va essayer de voir s'il n'est là que pour écouter et accompagner des travailleurs en souffrance. Alors bien sûr, c'est une représentation erronée. On va essayer de comprendre cette représentation, mais on ne pourra pas être exhaustif dans le cadre de cette présentation. Ici, donc, je vais évoquer trois hypothèses principales et puis je vous laisserai en faire d'autres potentiellement. La première des hypothèses va concerner l'influence de la culture populaire. On a tous déjà vu des films ou des séries qui présentent des psychologues, souvent de façon assez grossière. On a des personnages comme Serge dans Caméra Café, qui est censé parodier le psychologue d'entreprise et qui n'est pas réellement diplômé en psychologie. On a également Philippe Dayan dans En thérapie, qui représente plutôt un psychiatre d'orientation psychanalytique qui va accompagner des personnes qui sont en souffrance pour des raisons personnelles et professionnelles. Par contre, la plupart des gens ne vont pas relever Ricardo dans la méthode ou les chercheurs dans le film d'expérience, alors qu'ils sont clairement définis comme des psychologues sociaux ou des psychologues du travail, et qu'ils utilisent, bon, de façon erronée bien sûr dans ces films, des connaissances ou des méthodes issues de la psychologie sociale et de la psychologie du travail, à des fins non déontologiques ou en tout cas non contrôlées dans ces films. La seconde hypothèse qu'on peut aborder ici est l'influence de la psychanalyse dans l'imaginaire populaire. En effet, pour beaucoup de personnes, la distinction entre les différents psys, donc psychiatres, psychologues, psychanalystes, n'est pas claire. Et quand on va parler de psychologue, eh bien, toute l'imagerie de la psychanalyse va être activée avec le divan, la recherche dans l'inconscient, le fait de parler de son passé et de son enfance pour comprendre ses problèmes, etc. La troisième hypothèse, enfin, qu'on va aborder ici, est l'influence de la demande initiale. Pour beaucoup d'employeurs, faire appel à un psychologue du travail, c'est principalement donner une ressource aux salariés pour faire face, individuellement, mais pas interroger les conditions de travail, pas interroger la culture d'entreprise. Et tout ça n'est pas sans conséquence. La première des conséquences va bien sûr être sur l'emploi. En effet, on peut constater que beaucoup d'annonces ne cherchent pas de psychologue, alors même qu'ils pourraient avoir les compétences pour effectuer ces missions. On va parler de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de démarche qualité, de stratégie de recrutement, de démarche innovation, etc. On peut également tomber sur des annonces qui vont être frustrantes, c'est-à-dire par exemple des annonces en santé au travail où on va demander au psychologue de n'être que dans l'accompagnement individuel. Et on va enfin tomber sur des annonces un peu fantasques, avec un psychologue qui est appelé à faire des miracles en étant à 20% d'équivalent temps plein, donc une journée par semaine, et qui doit clairement résoudre tous les problèmes de souffrance au travail dans le cadre d'une expérimentation du métier de psychologue. On a également des conséquences sur les conditions de travail, au cas où les psychologues arriveraient à trouver un travail, donc avec des injonctions qui visent à limiter leur champ d'intervention. C'est-à-dire ils ont été recrutés, on n'a pas bridé leur mission, mais clairement on leur fera comprendre qu'ils doivent se focaliser sur l'accompagnement individuel par exemple, ou dans les entretiens de recrutement et non pas dans la stratégie de recrutement, etc. Il y a également une absence de suivi des préconisations du psychologue par l'employeur. Par exemple, certaines thématiques comme la formation, comme le management, etc., pourraient être vues comme ne relevant pas de son champ d'intervention, alors même que il peut faire des préconisations très pertinentes sur le sujet, puisque ça relèverait d'acteurs RH plus généralistes. Le psychologue du travail peut également être isolé professionnellement, puisque par exemple, on le cantonnerait à l'accompagnement et donc il n'y aurait pas d'échange pluridisciplinaire qui l'associerait sur des thématiques transversales comme l'intégration des nouveaux collaborateurs. Et enfin, on pourrait trouver des salariés qui ne veulent pas rencontrer le psychologue car selon eux, ils n'en sont pas là. Donc preuve que leur représentation est erronée et qu'ils attendent réellement d'être en crise et donc en grande souffrance pour pouvoir échanger avec un psychologue. Le troisième type de conséquence va concerner l'intégrité des psychologues, malheureusement. En effet, beaucoup de mes homologues peuvent accepter ces postes et ces conditions de travail dans le but de trouver un emploi, puisqu'il faut bien payer ses factures. D'autres, enfin, peuvent ne pas reformuler la demande initiale, ce qui normalement est nécessaire pour comprendre le réel besoin, pour justement éviter de froisser le demandeur et donc pouvoir maintenir une collaboration plus ou moins efficace, ou en tout cas maintenir ses missions. Maintenant qu'on a vu la représentation erronée du psychologue et les conséquences qu'elle peut avoir, c'est quoi réellement un psychologue du travail? Eh bien d'abord, c'est un spécialiste des relations entre l'individu, le collectif et l'environnement de travail au sens large, qu'il soit physique, social, culturel, etc. Il maîtrise un panel de techniques et d'outils qui lui permettent de faire des évaluations valides. Forcément, tout le monde va avoir en tête le duo entretien-questionnaire, mais d'une part, il n'y a pas que ça, et d'autre part, le psychologue est surtout expert pour déterminer la bonne méthode et le bon outil par rapport à un contexte donné et à des enjeux donnés.
Il met à jour ses connaissances régulièrement, puisque comme toute science, la psychologie évolue. Il est formé à divers sujets. On a forcément en tête la santé au travail, mais il n'y a pas que ça. Il y a la GPEC, les stratégies de recrutement, les démarches qualité, l'accompagnement au changement et plein d'autres thématiques. Et enfin, c'est un professionnel qui respecte un code de déontologie. Et pourquoi c'est important? Parce qu'il y a des principes forts. Il y a le principe de compétence, par exemple, qui garantit la qualité de ses interventions normalement. Il y a le principe de confidentialité, qui lui permet de libérer la parole plus facilement et de respecter les collaborateurs qu'il pourrait être amené à interroger. Il y a plein d'autres principes. Voilà, je vous invite à regarder le code de déontologie que je mettrai en description. Maintenant qu'on a défini le métier de psychologue du travail, finalement, où est-ce qu'on peut en trouver? Eh bien, il va travailler soit en libéral, notamment on peut en trouver dans le réseau Souffrance et Travail, mais également il peut être salarié, plutôt dans des entreprises moyennes ou grandes, parce qu'il faut des moyens suffisants pour avoir des fonctions support développées en fait, hein, des administrations publiques de n'importe quel type, hein, collectivités, fonction publique d'État, hospitalière, agences, etc. Mais également dans des cabinets hein, de consultants et de conseils, ou alors des associations. Grosso modo, on peut le retrouver partout dès lors qu'il y a les moyens et l'envie d'avoir des équipes pluridisciplinaires développées sur les fonctions support. Il peut travailler dans des services qui vont être dédiés à son secteur d'activité, par exemple un service qualité de vie au travail, un service prévention, un service développement des ressources humaines, recrutement, etc. Ou alors parfois il est directement rattaché au DRH ou à un autre décideur, et là il va plutôt faire de l'aide à la décision. De même, parfois il va faire usage de son titre, donc vous le rencontrerez en tant que psycho du travail, mais parfois il ne le fera pas puisqu'il aura été recruté sous un autre nom. Par exemple, chargé de recrutement, chargé de GPEC, chargé de projet innovation, etc. Donc finalement, après cette rapide présentation, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien, le psychologue du travail peut en effet faire de l'accompagnement individuel, écouter les salariés en souffrance, etc. Mais en tout cas, il ne se limite pas à ces missions. Sa formation lui permet d'agir sur de nombreuses thématiques et il se spécialise ensuite en master sur un ou plusieurs domaines. Son champ d'intervention dépend donc de plusieurs choses, à la fois ses compétences, son emploi, mais aussi ses conditions de travail. Et son expertise vient généralement en complémentarité de nombreux acteurs, que ce soit au niveau de la santé, de l'accompagnement, de la prévention ou des ressources humaines. Et ça, c'est important, je pense, quel que soit le métier, de voir que les compétences de ce métier viennent en complémentarité de plein d'autres et qu'il vaut mieux travailler en collaboration, quelle que soit la thématique. Du coup, si vous rencontrez un psychologue du travail, surtout gardez l'esprit ouvert et n'attendez pas justement d'être en grande souffrance pour essayer d'échanger avec lui sur vos conditions de travail. J'espère que la présentation est assez claire et puis je vous invite à regarder les prochains épisodes. À bientôt.